Docteur, Oui, tout la ça. drépanocytose, on en parle ou pas? Bien sûr qu'on en parle. Alors, on en parlera encore lors de cette 4e édition de la campagne de la drépanocytose. Parlons-en. Restez connectés. Mettre son expertise à contribution pour faire du bien à la société. Un devoir, oui, mais il faut aussi avoir une petite parcelle d'humanité pour le faire. C'est le cas de cette dame, Docteur Ondoto, qui a réuni à ses côtés une magnifique équipe pour un combat, pas le moindre. La drépanocytose, on en parle. Mesdames, amis, téléspectateurs, bienvenue. Drépanocytose, parlons-en, 4e édition. Oui, 4e édition, nous y sommes. Cela veut dire qu'il y en a eu 1, 2, 3, et en voici la 4e. Nous recevons le comité qui va devoir tout nous dire sur ce qui sera, on va dire, l'ensemble des activités à tenir pour cette 4e édition. Mais avant, qu'est-ce qui a été fait par derrière suite à ces 3 dernières éditions? La team est sur place, la team est avec nous. Docteur, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle ils nous reçoivent. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur Djaba. Ça va bien? Merci. En forme? En forme. Très content de ce que on est tous en blanc. Très bon signe, hein? Oui. Et bonne organisation surtout. Vous avez autour de vous des belles têtes. Je vois des personnes que je côtoie tous les jours, mais attention, le public a du mal encore jusqu'ici à mettre des prénoms, des noms sur les visages de ces belles personnes qui constituent le comité d'organisation de cet événement. Est-ce un événement? Est-ce une édition? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Petite introduction sur la drépanocytose. Parlons-en. Alors, je suis le docteur Ondoto Ibata, je suis hématologue clinicien, je suis chef de service de hématologie clinique à l'hôpital Adolphe Cissé et je suis la promotrice et coordonnatrice de la campagne de drépanocytose parlons-en. Donc, à ma droite, vous avez le docteur Makoso Épouse Madiala, qui est pédiatre ici à l'hôpital Adolphe Cissé et qui est la vice-coordonnatrice de la campagne de drépanocytose parlons-en. À mon extrême droite, vous avez le docteur Opélé, qui est médecin généraliste ici à l'hôpital Adolphe Cissé et qui, pour cette 4e édition, est donc chargé de l'enregistrement de tous les sites de la sensibilisation. À ma gauche, vous avez le docteur Pama, qui est médecin généraliste également, évoluant toujours dans le service d'hématologie, qui est quant à lui chargé donc, de la promotion de cette 4e édition. Ensuite, au milieu, vous avez le docteur Isangui, qui est médecin généraliste, en ce moment évoluant à l'hôpital de Val-de-Tchitier, qui, quant à lui, est chargé donc, de tout ce qui est production de l'émission La drépanocytose parlons-en. Et enfin, pour terminer, par l'un des moindres, le docteur Bessi, qui est médecin généraliste, évolue au service de pédiatrie de l'hôpital Adolphe Cissé. Non, à un moment donné, je suis le docteur Toussaint, chargé de poser des questions. docteur. Extraordinaire. Et docteur Bessi, qui est quant à lui chargé de la sensibilisation au cours de cette 4e édition de la campagne de drépanocytose parlons-en. On dire que c'est une véritable arme médicale qui, en tout cas, s'est bien armée pour aller tordre le cou à la drépanocytose. 3 éditions déjà réalisées, nous en sommes à la 4e. Commençons par la première édition. Avant même la première édition, comment est arrivée l'idée? Comment cette idée a-t-elle émané dans votre esprit? Alors, vous avez dit même les termes tout à l'heure, la stigmatisation, le mysticisme et la prise en charge qui était un peu bancale à notre avis. Nous arrivons à Pointe-Noire en fin 2021-2022 et nous faisons des constats souvent amers. Constatons qu'il y a des patients qui sont certes suivis dans le service. Lorsqu'on discute avec la famille ou le patient eux-mêmes, on comprend qu'ils savent qu'ils sont drépanocytaires, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que la drépanocytose. Il y avait beaucoup d'éléments derrière qu'ils n'avaient pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que la drépanocytose. Nous voyons des familles où ils savent qu'ils ont un enfant drépanocytaire, mais traitent cet enfant drépanocytaire encore de sorcier. Parce que pour eux, c'est un bouffeur d'argent, c'est quelqu'un, dès que le parent a un salaire, il tombe malade. Nous avons un personnel de santé qui traite les patients drépanocytaires, mais sans connaître vraiment quelle est la bonne prise en charge. C'était plus de la mécanique que de la logique. C'était plus de la mécanique que de la logique dans la prise en charge. Et nous avons fait le point, nous nous sommes dit, non, il faut former, il faut sensibiliser. C'est comme ça qu'en 2022, nous avons donc lancé cette première édition de la campagne de la drépanocytose parlons-en. Et au cours de cette première édition, nous avons beaucoup d'abord insisté sur l'éducation thérapeutique du patient et des parents, ainsi que la sensibilisation de la population.
de la population. Et c'est à partir donc, de la deuxième édition que nous nous sommes lancés donc, dans la formation à proprement parler du personnel de santé. Ah d'accord. Donc, premièrement, c'était d'abord éduquer, n'est-ce pas? Nous avions fait le constat qu'il y avait un manque de formation, mais la première année, nous n'avions pas pu former. Faute d'organisation, nous avions souvent beaucoup de moyens logistiques et tout ce qui allait derrière. Il y a tous les aléas d'une campagne, qu'est-ce que ça peut coûter. Et donc, à partir de la deuxième année, étant déjà bien assis, nous avons donc décidé de former. Nous avons formé la deuxième année, la troisième année, et nous formons encore cette année. Qui avez-vous exactement formé, Dr Makosso? Est-ce que c'est uniquement, pendant la deuxième édition, uniquement les personnels de santé ou à la fois personnel de santé et aussi les patients? Et il y a eu aussi des patients qui ont été formés, des parents des patients qui ont été formés. Pas seulement eux, mais la population aussi a été formée. Parce que lorsque dans une... Vous êtes parti sur un constat déjà en interne, en tant que spécialiste. Vous avez compris tout de suite lors de votre avènement qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié au départ, c'était beaucoup plus technique, vous avez dit, mécanique et pas logique du tout. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a un mal qui gangrénait en fait le personnel de santé d'abord lui-même. Et vous avez apporté formation en deuxième année. Alors, quelles sont les différentes actions, à l'exception pour être très concret, à l'exception de la formation comme vous dites, mais quelles sont les différentes et principales actions que vous avez menées durant ces deux premières éditions d'abord? On peut commencer par le docteur ici. Ah, d'accord. Merci pour la parole. Parmi les activités qui ont été réalisées, nous avons premièrement une sensibilisation des centres dans les différentes écoles, en tenant compte des lycées, collèges, également certains primaires. Et dans l'objectif, premièrement, de faire comprendre à ces élèves que la drépanocytose, ils peuvent avoir un collègue drépanocytaire, que cette maladie, en gros, ce n'était pas un handicap, premièrement, pour étudier, et ensuite, ces personnes ne devaient pas être stigmatisées. Donc, nous avons ensuite évalué à peu près la culture générale de ces élèves, qui était très bonne de manière globale, pour ensuite apporter un surplus à ces élèves. En gros, c'est dans le plan scolaire, c'est une autre activité. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'en ces moments-là, encore lors de la deuxième édition, vous avez senti effectivement que les bénéfices étaient escomptés et vous n'avez pas prêché dans le désert. Absolument. C'était pas, on n'avait pas prêché dans le désert parce qu'avec des résultats positifs par rapport à ce qui a été fait avant, par rapport à la première en termes d'estimation, en termes d'estimation par rapport à la connaissance culturelle, mais aussi sur les plans pratiques, parce que nous recevons ce genre des élèves, viennent aussi, ils font partie aussi parmi nos patients, ils viennent aussi, on voit quand même la connaissance d'avant et d'après, on voit qu'il y a vraiment une différence parmi eux. Surtout certains patients qui sont arrivés ont compris de quoi est-ce qu'ils souffrent à eux-mêmes, et en ce moment-là, à partir de ce moment, le recul, parce qu'au départ, au vu de tout ce qui était stigmatisation, moquerie et autres, eux-mêmes, ils n'avaient pas d'argument en quelque sorte, mais après donc cette session, cette édition de formation, de sensibilisation, ils ont compris et ils se sont défendus, ils savent maintenant se défendre devant leurs amis. En effet. Donc la drépanocytose qui était autrefois un sujet de rejet, ou encore de ne pas s'affirmer devant les gens, dans la société. Nous remarquons qu'il y a même plein d'associations qui luttent contre la drépanocytose. Donc ça a montré que ça s'est déplacé d'un sujet tabou à un sujet là où on est à l'aise, là où même le patient lui-même parle aisément. Mais nous ne sommes pas limités aux élèves. Nous avons constaté aussi, après avoir fait une évaluation du personnel de santé, on a compris qu'il y avait des lacunes au niveau du personnel de santé. Voilà pourquoi nous avons axé nos formations dans des centres de santé intégrés. D'accord. Nous avons fait une réévaluation et voilà pourquoi même cette quatrième édition, nous voulons un retour du personnel de santé. Parce que de la population, nous avons évalué en général, ça va plus ou moins. Mais le personnel de santé qui accueille ces individus, ces patients, avait des lacunes et nous avons essayé de combler dans la mesure du possible. Docteur Anzoto va compléter, docteur Bessi, si j'ai bien compris. Il y a une chose intéressante que le docteur dit, formation des spécialistes de santé ou encore de personnel de santé dans différents centres, dans différents CSI. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est une première pour certains,
Comment ça s'est passé cette approche? Est-ce qu'il y a eu répulsion? Est-ce que vous avez remarqué des difficultés à faire accepter ces personnels de santé à cette formation? Parce qu'il y en a qui disent ah, moi je connais déjà qu'est-ce que je vais nous montrer. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des difficultés? Bon, on n'a pas eu pratiquement pas de difficultés parce que nous avons demandé l'avis de la direction départementale de la santé qui nous a facilité l'accès et nous avons été reçus par des chefs de district qui nous ont bien reçus et ont appelé tout le personnel de santé que nous avons eu besoin, donc les sages-femmes, les infirmières et même les médecins, les agents communautaires, les relais communautaires qui sont, parce que nous sommes dans un grand centre. Dans le grand centre, on a commencé comme le docteur Anzoto a dit, la première édition c'était axé sur le personnel soignant, mais ça c'était axé sur le personnel soignant de l'hôpital à Sissi. Ah d'accord. La particularité c'est que la première édition s'est concentrée beaucoup plus à l'hôpital à Sissi. Et la deuxième édition, ça s'est élargi. Il fallait toucher la population et il fallait toucher les autres centres. Très bien. La deuxième et la troisième édition, ça fallait toucher la population et les centres de santé. Et par là, nous avons vu la direction départementale qui nous a facilité l'accès dans les différents CSI, les centres périphériques, parce qu'eux, ils sont plus proches des malades avant qu'eux, ils arrivent ici, dans les grands hôpitaux. Et c'était pas vraiment difficile. Et ils ont adhéré à la formation. Et aujourd'hui, certains centres, peut-être que pas tout le monde, puisque d'autres, c'est au fin fond de Tchermanzassi là-bas. Certains centres, déjà, dès qu'ils connaissent qu'il y a un enfant dont ils suspectent qu'il y a une drépanocytose, ils savent où envoyer. Ce qui ne se faisait pas avant. Ce qui ne se faisait pas avant. Donc, ils savent déjà où envoyer. Et nous ne sommes pas arrêtés aux élèves, hein, parce qu'on n'a pas cité. Nous sommes entrés juste dans des églises, parce que vu que la maladie est méconnue du grand public, était méconnue du grand public avant, il fallait aller dans les églises, parce qu'eux aussi fournissent des bébés qui naissent drépanocytaires par ignorance. Par ignorance. Les parents se sont mariés et n'ont jamais fait de l'électrophorèse pour connaître leur statut. Ils ont mis au monde des enfants drépanocytaires et pensent que c'est un phénomène de la sorcellerie. Mystique. Or, ça n'a jamais été mystique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves, comme Dr Anzoto l'a dit, bon, le Dr Pama et Dr Hussain, qui reviennent, qui se posent des questions et qui veulent comprendre la maladie. On a aussi eu à dépister certains dans la deuxième édition, on a fait le dépistage volontaire. Partout où on était passé pour sensibiliser concernant la maladie. Et toute personne qui pensait, qui suspectait la drépanocytose dans son entourage, dans sa maison, pouvait venir ici à l'hôpital, se faire dépister. Et nous avons dépisté certaines personnes. Avec cette fameuse expression que j'entends souvent dans la rue, à Dr Makita, apparemment cet enfant, ce monsieur a des tares. Entendu parler? Des tares. Des tares de quoi exactement? Est-ce qu'elle est médicale? Des tares de... Elle n'est pas médicale. Parce qu'on en parle tout le temps, j'entends tout le temps. Docteur Anzoto, est-ce que c'est médical? Alors, elle n'est pas médicale. Et le problème avec les patients drépanocytaires, c'est qu'il a toujours été caricaturé comme quelqu'un qui a un morphotype particulier. Un visage un peu genre mongoloïde, des yeux jaunes, un abdomen gros. Donc, dès que quelqu'un voit ce morphotype, qui n'existe plus aujourd'hui avec le suivi de nos patients. C'était à l'époque, les patients n'étaient pas suivis, mais aujourd'hui, avec l'excellent suivi qui se fait, ce morphotype, au fait, n'existe plus. Mais on a toujours tendance à voir, quand un enfant qui est comme ça, on dit « Ah, il y a une quai de drépano. Ah, celui-là, il a drépano. » Alors que ça peut parfois être autre chose. Alors que ça peut être autre chose, la malnutrition. Malnutrition. Il y a plein d'autres pathologies. Donc, effectivement, c'est un peu ça. Et c'est ce langage un peu discriminant qui fait qu'au fait, même si le patient il est drépanocytaire, il se replie sur lui-même. Les parents aussi auront tendance, parce que ce regard-là de la société, il est le rejet, voilà. La moquerie. Et pour en rajouter à ce que Dr Bessi disait tout à l'heure, si je prends le cas pratique des centres de santé intégrés dont nous avons formé le personnel l'année passée,
Le thème de l'année passée, c'était la prise en charge du couple mère et enfant drépanocytaire. Nous en sommes à la 3e édition en ce Là, moment. à la 3e édition, si je ne prends que ça pour exemple, et donc nous avons formé les sages-femmes comment prendre en charge correctement, et j'insiste sur le terme correctement, une femme drépanocytaire enceinte, parce qu'elle n'a pas le même suivi. Et aujourd'hui, nous avons des retours, mais plus que positifs. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne fasse cette formation, nous avions des femmes drépanocytaires qui arrivaient déjà à terme, il fallait forcément césariser. Aujourd'hui, dès qu'une sage-femme fait le diagnostic de grossesse, elle sait que sa patiente est drépanocytaire, dès les premières semaines, elle dit à la femme, avant de revenir chez moi, il faut voir le gynécologue, il faut voir le docteur. Là commence le suivi. Là commence le suivi, ce qui ne se faisait pas. Et je tiens à remercier l'ouverture d'esprit de ce personnel de santé-là. Parce que certains aussi, dans certains endroits, nous ont dit, ah non, nous cessons nos patients. Si on envoie à l'hôpital ACC, les patients ne vont plus revenir. Donc je tiens à remercier l'ouverture d'esprit de ces personnes-là. Et je tiens aussi aujourd'hui, après 3 éditions, là nous sommes à la 4e édition, remercier tous nos sites de sensibilisation. Parce que ces écoles-là, si je prends le cas des écoles, gardent les élèves parfois pendant 2 heures, 3 heures pour qu'on fasse le tour. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition, mais on a déjà sensibilisé plus de 30 000 personnes. Rien que l'année passée, nous avons battu notre record parce qu'on est une édition qu'on a sensibilisé 16 000 personnes. Et ce, grâce à la communauté musulmane, que je tiens aussi à remercier parce qu'ils ont fait. Ouvert, disponibilité. Quand on est arrivé dans les mosquées, mais c'était plein à craquer. C'est-à-dire qu'ils avaient fait une sensibilisation pour nous attendre énorme. Et donc, je tiens à remercier tous nos lieux de sensibilisation parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Très bien. Quand on a commencé, pour nous, on pensait que le domaine médical devait être un peu plus facile pour nous. Les formations, ça devait être facile, on est du domaine. Il y a un chef de service qui va dire à ses infirmières, vous attendez, le docteur Onjo arrive, vous faut entrer. Ils n'ont rien à dire. Or, dans les écoles, nous, on n'a pas ce pouvoir. Exactement. Et donc, quand on arrive, on a des écoles comme ça qui sont motivées, qui ont gardé les élèves. On arrive dans des entreprises où vous arrivez dans une salle, vous avez tous les agents de l'entreprise qui sont là. Et il y a des questions, c'est-à-dire c'est même pas que les gens ils s'ennuient, non. Ils comprennent. Et après, vous voyez qu'ils viennent. En fait, c'était donc, si j'ai bien compris, ils en avaient besoin. Des approches transformées en ateliers parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Voilà, et on sentait que la population a soif d'informations. Et ça, c'est un message que je veux donner aussi à mes confrères médecins. Il n'y a pas que la drépanocytose. Il y a tellement de pathologies où on peut lancer. Et d'ailleurs, même les gens nous en parlent, surtout dans les églises, quand on finit, on dit, docteur, est-ce que dimanche prochain, on ne peut pas venir nous parler du sida? Parfait. Et nous, quand c'est comme ça, on dit, ah bon. On va voir avec le collègue, voilà. On va voir avec le collègue infectieux. Et à chaque fois, nous, on vient leur dire, mais nous, on était dans une église, ils veulent que, est-ce que tu veux qu'on cale un rendez-vous? Parfois, ça se fait, parfois, ça ne se fait pas. Mais c'est parfois la stratégie de comment commencer. Vous avez osé, malgré les différentes difficultés de départ, vous y êtes arrivé. Donc, cela veut dire que si vous l'avez fait, les autres également peuvent le faire. Voilà, s'il y a une possibilité de jeter comme ça, entre guillemets, cette graine-là, de connaissances sur comment commencer et comment communiquer, comment sensibiliser par rapport aux différentes pathologies, diabète, VIH, etc. Quels conseils donneriez-vous à vos collègues de différents services? Alors, ce que je peux leur dire d'abord, c'est de ne pas compter sur cette personne. Parce que généralement, les gens ont tendance à, et jusqu'aujourd'hui, ils croient que derrière cette campagne se cachent des grands noms. Derrière cette campagne se cachent ces personnes. La team ici présente. Voilà, c'est de la volonté, c'est des nuits d'insomnie et c'est surtout notre gain, c'est que tout Congolais sache c'est quoi la drépanocytose. C'est que tout drépanocytaire puisse pouvoir s'affirmer, c'est que tout drépanocytaire puisse pouvoir se scolariser, c'est que tout drépanocytaire puisse pouvoir travailler sans avoir de la stigmatisation, c'est que tout drépanocytaire puisse pouvoir être pris en charge correctement. Il n'y a que ça comme bénéfice. Parce qu'on ne vous cache pas, la première édition, c'était de l'autofinancement pur et simple. Donc si on s'était resté que on n'est pas accompagné, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, nous déplorons le fait que nous ne soyons pas accompagnés, surtout par nombreux médias. Si on ne s'arrête que pour ça, ça ne va pas aller. On en a prévu une là, vous avez vu? Voilà. Si on n'en a pas, ça va démotiver certains. Donc d'abord, il faut savoir, tu le fais pourquoi? Si tu le fais juste pour que ça soit médiatisé, tu vas vite arrêter. C'est-à-dire que même la première édition, si tu avais prévu 2-3 séances, tu ne feras qu'une séance. Mais si tu le fais pour que ces personnes-là qui seront assises ce jour-là comprennent ton message, gardent ton message, puis appliquent
des conseils, fais-le. Autant Des de fois qu'il médecins faut. chevronnés, bénévoles au départ, mais également très passionnés. Il faut être passionné. Et nous insistons, ce n'est que de la passion. De la passion pour notre métier, mais de la passion pour l'être humain également. C'est l'amour Voilà. de l'autre. Voilà. Donc, Magnifique. c'est ça la campagne de drépanocytose, Magnifique. parlons-en, c'est de la passion. Magnifique. Extraordinaire. Docteur Issangui, tout à l'heure, là, je pense que c'est oui avant que Docteur Pama. Et docteur Issangui, non, j'aimerais soutenir ce que le chef disait, notre chef, dans la mesure où il ne faut pas seulement être passionné, mais savoir transmettre la patience. D'accord? Parce que moi, je me suis retrouvé dans ça parce qu'il y avait une qui était passionnée et elle a fait elle a transmise en fait. Et aujourd'hui, nous sommes devenus activistes Très bien. grâce à une personne qui est passionnée. Donc on Qui a a donné des le spécialistes qui peuvent donner au goût aux jeunes. Nous sommes là. On peut emboîter le pas, mais Bien il sûr. faut que la passion puisse être le point de Être départ. Quand elle lance la deuxième édition, en pédiatrie, on suit des enfants drépanocytaires. Cette deuxième édition a permis à ce qu'il y ait cette collaboration entre pédiatrie et hémato. J'étais généraliste dans cet hôpital avant d'aller en spécialité. Il n'y avait jamais cette collaboration de pédiatrie et hémato. C'était des enfants suivis en hémato, que vous voyez après, suivis en crise, que vous voyez après dans des conditions particulières. Il n'y avait pas cette collaboration parce que chacun se disait, je suis dans mon petit monde, je suis... Mais lorsque le docteur Ozoto lance la première édition, on venait à peine d'arriver, ça finissait. Quand elle veut lancer la deuxième édition, elle intéresse la pédiatrie. On s'est dit, oui, c'est la chose commune, c'est pour tout le monde. Et on a intéressé les jeunes qui sont avec nous, qui ont adhéré. Donc moi, je pense qu'à mes confrères spécialistes d'autres pathologies, qui sont des pathologies qui sont, on ne va pas dire de santé, peut-être pas de santé publique, mais des pathologies qui minent la société, des pathologies dont on a besoin de comprendre le pourquoi, le qu'est-ce que le comment, on peut s'appuyer sur nos jeunes médecins qui sont médecins. Parce qu'il y a un lien direct On peut travailler entre nous. entre services. Voilà. Très bien. C'est d'abord, comme il a dit, transmettre le vouloir et ne pas être autosuffisant. Et pour marteler sur cette collaboration, aujourd'hui nous sommes à la 4e édition, mais depuis donc ces 3 premières éditions, nous avons reçu quand même à créer une chaîne de collaboration avec tous les acteurs prenant en compte la prise en charge de la drépanocytose. C'est-à-dire qu'en allant de nous, les hématologues et les spécialistes et les pédiatres, excusez-moi, qui sont comme au cœur de cette prise en charge, parce que l'enfant drépanocytaire, il est suivi en pédiatrie. Et dès qu'il vient chez l'adulte, c'est chez moi, donc nous sommes au cœur. Et nous avons reçu donc à créer une chaîne avec tout le reste. C'est-à-dire le chirurgien, le gynécologue, le neurologue, le réanimateur. Parce qu'aujourd'hui, Donc aujourd'hui, il y a cette chaîne-là. À la 2e édition, nous avons fait un grand atelier de formation avec tous ces acteurs. L'année passée, c'était avec les gynécologues où nous avons fait le tour de toute la ville où nous avons formé. Donc au jour d'aujourd'hui, n'importe quel patient drépanocytaire qui a une pathologie adjacente à sa drépanocytose peut être correctement suivi. Et même ce médecin-là qui ne sera pas dans le domaine saura exactement voilà, quoi faire. Vous avez créé ce que j'ai envie d'appeler une véritable chaîne de valeur. valeur. Voilà. Avec le docteur Ondjoto, on avait fait l'atelier, c'était ça. Voilà, les gynécologues aujourd'hui, ils savent que la femme, elle arrive à 20 semaines d'aménorrhée, échange transfusionnel. On ne réfléchit plus, je n'ai plus de femmes drépanocytaires qui arrivent à 30, sauf si elle est venue chez le gynécologue après. Très tardivement. Mais si elle vient tôt, c'est du systématique. Et ça, c'est pourquoi c'est grâce à cette campagne. Donc les fruits, ils sont là. Magnifique. On parle d'ateliers, on parle des descentes dans les différentes écoles, de façon concrète, et les résultats qui en découlent. Quelles ont été ces activités et les résultats, si estimation on peut donner, ça sera intéressant. Docteur Bessi. Bon, les différentes activités pour la 3e édition surtout, c'était des ateliers de formation dans différents districts sanitaires. D'accord. Donc, chaque district sanitaire, il faut compter que chaque district sanitaire compte au moins 3 à 4 CSI. Ou plus. Donc, vous prenez les sages-femmes et les infirmières qui sont dans ces CSI, les relais communautaires qui viendront, on choisissait une salle où on faisait des ateliers de formation. On formait les sages-femmes, surtout pour la prise en charge de la femme enceinte drépanocytaire, jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement, et pour les encourager surtout à aider ces femmes-là à mettre au monde par voie basse. Parce que hier, c'était beaucoup plus la césarienne. Cette pensée-là dans la tête des femmes drépanocytaires, une fois qu'on tombe enceinte, c'est une césarienne qui nous attend. Et
dans ces ateliers de formation, nous avons formé plus de 600 personnes, 600 personnels de santé qui ont été formés pour la prise en charge, que ce soit du patient drépanocytaire, comme on dit, la femme enceinte, parce que là, ça te prend dans une particularité, et que ce soit les enfants drépanocytaires. Comment procéder, comment plutôt suivre leur programme de vaccination. Et vraiment, ça, quel était le rôle de l'hématologue, quel était le rôle du gynécologue pour ces patients drépanocytaires. Et nous sommes descendus dans des écoles où nous avons rencontré des élèves qui sont à partir de la 3e, parce que dans le cours des maladies étudiées en 3e, il y a déjà la drépanocytose. Donc à partir des enfants qui sont en classe de 3e jusqu'en terminale, devaient aussi recevoir la formation, surtout la sensibilisation sur ce que c'est que cette maladie. Que ce n'était pas un tabou, ce n'était pas un sujet de moquerie. Quand vous avez un patient ou plutôt un ami qui est drépanocytaire, ne l'empêchez pas d'étudier, parce que s'il a honte, il viendra plus. Voilà. Docteur Pama, je suis en train de dire, dans la 3e édition, quel a été votre rapport par rapport à votre rôle et quelles sont les différentes activités qui ont été menées? Bon, par rapport à la 3e édition, c'était plus la sensibilisation. On était sur les terrains, on devait aller le faire fond pour aller atteindre tout le monde, pour parler de la drépanocytose. Quel était votre langage exactement? Quel était votre langage pour convaincre, pour transmettre, pour faire comprendre? En fait, le langage était très simple, de parler de la drépanocytose comme les thèmes et parlons-en. Donc on en a parlé. On a parlé de manière simple pour aborder tout le monde de manière pas très scientifique, parce que vous êtes en face. C'est là où je veux en venir, parce que vous, les médecins, généralement, eh ben, ça va dans tous les sens. Les mots qui sortent, je me dis, mais oui, j'ai entendu, mais je ne comprends rien parce que moi, je suis un blanc-bec, le docteur Pama arrive, et bien, drépanocytose, oui, je sais ce que cela veut dire. Mais c'est quoi exactement? Et là, on va sortir comment dire, c'est une maladie génétique. Là, on est comme ça, on dit, ouais. Comment vous dites? Hémoglobine. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi ça avec des termes que je comprends, pas. Et c'est ça ce que je voudrais savoir. Quels étaient ces mots, quels étaient... Absolument, on ne voulait pas vraiment parler scientifique. Donc on devait parler avec des mots clairs. Des fois même, on pouvait faire des schémas, dessiner un tout petit peu la forme de l'hémoglobine normale et expliquer la déformation de l'air. L'hémoglobine qui est, disons, déjà la source de beaucoup de leurs problèmes qui posent des complications. Donc on devait aller parler de la drépanocytose, et leur faire comprendre d'abord que premièrement, c'était une maladie de sang d'abord. Donc, c'est génétique, et génétique, ça veut dire que de parents enfants, donc c'est comme ça, donc on devait les faire comprendre comme ça. Et aussi que c'est chronique, et ils doivent vivre avec, donc accepter la maladie telle qu'elle est, et puis vivre avec, voilà un peu, c'est ce qu'on essaie un peu d'expliquer aux malades, que malgré que vous soyez drépanocytaire, et vous allez vivre votre vie normale, sans problème, comme toute autre personne. Et une chose importante que si nous étions en train d'insister dans la sensibilisation, de leur dire qu'il faut être suivi si vous êtes drépanocytaire. Parce que si vous êtes suivi, en tout cas, vous êtes hormis de toutes sortes de complications qui peuvent surgir après. Voilà. C'est là où, docteur, généralement les enfants, surtout 9, 10, 11, 15 ans, et quand ils apprennent que non, c'est pas ta faute, c'est une question, en fait, c'est héréditaire, c'est depuis les parents. C'est là où ils faute à Mounve. Et là, ils commencent à accepter la maladie. Vous, sur le terrain, comment vous avez vécu ces grands moments? Bon, sur le terrain, premièrement, durant la 3e édition, j'ai d'abord fait partie des formateurs. D'accord. J'ai commencé ma formation, je me rappelle, c'était un jeudi, on était dans un quartier que j'ai découvert récemment. J'y étais jamais allé. Et après... La sensibilisation vous a aidé à découvrir un quartier. Ben voilà. Évidemment. Et donc, en terminant la formation du personnel de santé, je devais m'adapter à la forme. Parce qu'après, je devais aller en sensibilisation des étudiants de l'école supérieure. Donc, du coup, le langage utilisé durant la formation et la sensibilisation des étudiants devait changer. Radicalement, c'est dans la même journée. Matin, formation, l'après-midi, sensibilisation. Wow. Donc, il fallait s'adapter. L'avantage que j'avais, c'est que les élèves étaient réceptifs, avaient un bon retour. Et expliquer la maladie, comme l'a su le dire Dr Pama, avec des dessins, c'était plus facile. En utilisant les termes spécifiques. Mais ce qui a été surprenant, c'est que
les mêmes élèves, les mêmes étudiants, vous sortez des termes, je dis que assez compliqués. Encore compliqué. Quand on veut montrer qu'on connaît. Ouais. Alors qu'on ne connaît pas, mais. Je me rappelle qu'il y a un qui m'a parlé d'une hémoglobine, mais cette hémoglobine se trouve généralement chez les animaux marins. Donc je suis en face des gens. Assez averti. Oui, assez averti. J'ai aimé une phrase. Le matin, formation. L'après-midi, transmission. Qu'est-ce qu'il en était, docteur Anzoto, de la restitution? Alors, il faudrait savoir que là, vous avez devant vous le comité d'organisation. Mais en fait, ils sont une grande équipe. Ils sont près d'une trentaine. Donc, ce n'est pas nous. Ça, c'est en fait, voilà. Comment dire, ça, c'est le noyau le noyau, en fait. Voilà, ça, c'est le noyau de la campagne. Et donc, la campagne, c'est sur une durée donnée. Cette année, la 4e édition sera particulière parce que nous allons la faire sur 1 mois. Mais généralement, la campagne, on l'a fait sur 2 semaines. Grande particularité. Voilà, on l'a fait sur 2 semaines. Et c'est d'ailleurs, lorsqu'on a fait le point, on s'est dit il faut qu'on augmente la période de sensibilisation et de formation parce qu'à chaque fois, on se retrouvait en clôturant officiellement la campagne, on se retrouvait à toujours continuer à faire la campagne parce qu'on avait des sociétés, des écoles qui nous faisaient maintenant appel. Et donc, pendant ces périodes de campagne, on a les 2 volets en fait qui se passent simultanément. Donc, on a et la formation et la sensibilisation. Ce qui fait que parfois, le matin, comme le docteur Opélé l'a dit, je suis en formation, je suis en train de former le personnel de santé, par exemple à Tchité, à Patra ou je ne sais où. Et l'après-midi, je me retrouve en sensibilisation. Ou parfois, je commence la sensibilisation et il y a l'équipe de formation qui nous dit finalement, il y a plus de personnes que prévu. Ou bien, finalement, il y a tel hôpital aussi qui nous a réservé une place. Une place. Donc, parfois, avant de commencer la campagne, quand on fait le point, comme là, nous sommes en train de faire le point, on dit on a 10 sites de formation et 10 sites de sensibilisation. Mais je ne pense pas qu'on a eu une édition où on est resté sur notre programme. Il y a toujours eu des débordements, parce que la demande est forte. La demande est forte. Et cette année encore, je me souviens, on a eu du mal à démarrer la campagne parce qu'on avait un peu des... Docteur Makosso n'étant pas au pays, moi j'étais un peu prise entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et ce sont les écoles, les sociétés qui ont dit mais c'est pas normal. D'habitude, dès janvier, février, nous on a les courriers de la campagne. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Cette année, vous ne venez pas? Si, on va venir, mais on a eu du mal à démarrer. À prendre nos marques. Voilà, et c'est pour ça qu'on s'est dit, non, tel que ça va là, 2 semaines, ça va aller. Il faut aller sur 1 mois. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, tiens, certaines personnes qu'on ne touchait pas parce qu'on n'était pas proche d'eux. Et comment les toucher? Ce sont les médias. C'est pour ça que cette année, nous avons donc lancé l'émission La drépanocytose par l'Onzo. Ça fait 2 particularités déjà en ce qui concerne la 4e édition. La première, ça ne sera plus en 2 semaines, mais ça va tirer pratiquement 30 jours, donc 1 mois. La deuxième, vous avez pensé en tout cas élargir le champ de communication sur les médias, de tout type, les médias terrestres et aussi les médias sociaux. Docteur Issani, parce que nous sommes dans la 4e édition, commencez par nous dire quelles sont, à l'exception de ces deux différentes particularités, quels sont les objectifs, on en parlera tout à l'heure là, mais quels sont d'autres aspects d'ajout, aspects additifs en comparaison avec les 3 dernières éditions, pour cette 4e édition? Le principal aspect, ça reste la portée en fait. Parce on comprenait que les gens avaient soif d'information. Et on sait qu'il y a des zones où on n'atteint pas. Nous sommes à Pointe-Noire, mais on voulait atteindre. Le but, c'est gagner le Congo. Très bien. Comme on dit. C'est ça la principale perspective. C'est que le Congolais, c'est que tout le Congolais sache son électrophorèse, sache son identité et que tous les malades drépanocytaires aient une prise en charge de qualité. Voilà pourquoi nous véhiculons. J'insiste sur la prise en charge de qualité. Oui. Voilà pourquoi on s'est dit, les médias, nous sommes à l'ère des médias. Pourquoi pas faire une explosion d'informations que ça atteigne les 4 coins du monde. Parce qu'on a fait des travaux, on a fait des choses. Mais nos pages ne sont pas assez consultées et tout. On s'est dit qu'on devrait mettre l'accent sur ces médias afin de voir que oui, il y a des gens, il y a des gens. Il y a de l'action qui se fait. Qui ont fait de la drépanocytose leur combat. Ça a commencé par une personne, mais ça s'est multiplié. Je vous dis, vous avez vu que ça a commencé par une seule personne. Aujourd'hui, nous ne sommes plus de 30. Et on voudrait que ce soit un relais dans les communautés, que ça puisse se relayer. Un fond de Pocola, qu'on puisse entendre parler de la drépanocytose. C'est un peu ça le but. J'ai rigolé tout à l'heure parce que je me suis souvenu quand on était parti à Tchamadjassi.
Nous sommes arrivés jusqu'à la frontière du Cabinda et nous avons sensibilisé la Wow. Et en rigolant, et je me souviens même qu'on avait traversé, parce qu'après on était parti faire un petit marché de l'autre côté. Après, je me suis dit, mais ça serait bien au fait que là, on a fait voilà, une traversée personnelle, mais que ça serait bien que, imaginez-vous, officiellement, la campagne Adopacitose Parlons-en Traverse les frontières. traverse les frontières. Et même à Tchamadjassi, on était dans une mosquée également, dans un marché. Et les gens, au fait, c'est important ce qu'on fait. Et malheureusement, j'ai comme l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas juste En pour- termes de majorité, on Voilà. va dire. Oui, de majorité, là, je pointe plutôt du doigt des accompagnateurs. Ah, de d'accord. ceux qui D'accord. devraient peut-être Le cri de cœur Voilà. par rapport à... Parce nous, que nous propulser. c'est ce que je voulais dire justement. C'est ce que je voulais dire. Nous sommes campagne de la drépanocytose Parlons-en à part entière, mais nous sommes aussi surtout rattachés à un établissement public qui est notre hôpital de tutelle, Ouais. qui essaie de nous accompagner du meilleur moyen qu'il peut. Mais c'est pas suffisant en fait. L'hôpital à lui-même ne peut pas Prendre la en charge de toute la- de toute la campagne. On vous dit ça fait 3 ans qu'on existe. Lorsqu'on va jusqu'à Tchamadjassi, sensibiliser, il y a les transports, il y a tout ça, les formations. Là, nous sommes souvent C'est pas avec les stéthoscopes que vous Voilà. allez simplement... C'est pas ça. non. Et quand c'est comme ça, bien sûr, on fait appel à certains partenaires. Malheureusement pour nous, en tout cas cette année sera la première année où nous aurons vraiment des partenaires hors médicaux. Parce Très que bien, très bien. vraiment notre partenaire principal aujourd'hui, que je tiens d'ailleurs à remercier, qui est la RPCE, n'a rien à voir avec le domaine de la santé. L'RPCE l'a fait. Voilà, la RPCE l'a fait cette année et on tient à les remercier pour ça. Mais les années antérieures, tous ceux qui n'étaient pas dans le domaine de la santé ne nous répondaient pas. Alors là, Peut-être parce qu'ils ne comprenaient pas voilà, c'est la pour ça que je politique dis, derrière. ils ne comprennent pas la politique derrière. Et moi, je me souviens d'un mail que je ne vais jamais oublier, où on m'a répondu en disant, ça ne fait pas partie de notre canevas. Un sponsor donc j'ai fait une demande de sponsoriser une société, je veux taire le nom, et ils m'ont répondu comme ça. Et quand 2 mois plus tard, je vois cette même société sponsoriser un truc où il n'y a que la boisson et les gens qui sont que de danser, je me dis, dis donc, donc c'est ça leur Et ça, ça fait leur très canevas. mal, très bien dit, hein, très bien. Ça fait très mal que... et là, tout à l'heure, vous avez tiré à boulet rouge sur nous les médias, à juste titre, Oui. parce que la difficulté, elle est la suivante, vous venez de le dire justement. On préfère, certains partenaires, certaines entreprises, on préfère encourager le divertissement que quelque chose Voilà. de beaucoup plus... Voilà. Après, nous ne sommes pas contre. Il faut lier l'utile à l'agréable. Nous sommes d'accord. Très bien. On n'est pas Tout contre en aller rester danser. sérieux. Non, on n'a pas dit parce C'est qu'on est permis. médecin. Mais il s'agit de la première hémoglobinopathie au monde. C'est-à-dire que chaque jour, si vous prenez 100 naissances dans une maternité, vous avez 40% de ces enfants-là qui vont naître avec le trait drépanocytaire et 2% qui vont naître avec la forme homozygote. Donc c'est important. Ça devient une question de santé publique. C'est hein. une question de santé publique. Et qu'on ne nous accompagne pas, que seuls les partenaires directs de santé, c'est-à-dire que les laboratoires de santé nous accompagnent, nous on trouve ça assez offusquant. Traditionnellement, j'ai l'habitude de clore les émissions. Le cas échéant, c'est la promotrice, coordinatrice de la drépanocytose Parlons-en qui va devoir mettre un terme, non pas à cette série d'émissions, mais à ce numéro. Alors, que dire? Chers tous, la drépanocytose est la première hémoglobinopathie dans le monde. Et touche, on vous l'a dit tout à l'heure, 40% des nouvelles naissances sont très hétérozygotes et environ 2% sa forme homozygote. Elle est la première cause d'hospitalisation et de consultation dans les services d'hématologie. Le drépanocytaire peut être votre frère, votre soeur, votre grand-père que vous n'avez même pas connu, parce qu'il vous a donné que le S et vous êtes aujourd'hui à S, votre voisin, votre collègue. Le drépanocytaire est avant tout un humain. Il n'est pas un sorcier. Il n'est pas cause de raillerie ou bien il n'est pas cause de souffrance de sa famille. Il est né drépanocytaire, il n'a pas demandé à être drépanocytaire. Sa prise en charge aussi passe par la compréhension et l'acceptation de cette maladie. Sa prise en charge passe aussi par son suivi. Sa prise en charge passe aussi par le retour de son entourage. Alors, arrêtons de stigmatiser le drépanocytaire. Arrêtons d'avoir honte d'être drépanocytaire et
surtout, parlons-en autour.